Grand 1, les années 20, d'une crise à une autre. Grand A, l'après-guerre, entre pacifisme et tension. L'après-guerre est tout d'abord marquée par la résolution des conflits à travers les nombreux traités de paix. Les pays vainqueurs y dirigent les débats, comme c'est le cas durant la rédaction du traité de Versailles avec l'Allemagne, grande perdante et acculée par la défaite. Des traités de paix qui vont être à l'origine de tensions. En effet, les Italiens, qui sont pourtant dans le camp des vainqueurs, parlent de victoires mutilées et revendiquent des territoires qui ne leur ont pas été donnés par les traités. Les Allemands, eux, parlent de Diktat, mot en allemand qui signifie chose dictée, imposée. Ils désignent le traité de Versailles que l'Allemagne a dû signer sans pouvoir le négocier et qui lui impose de lourdes réparations. Dans un premier temps, l'après-guerre est marquée par une volonté de paix de la part des pays européens qui ne veulent plus revivre un tel conflit. On parle de la Grande Guerre comme de la Der des Der, autrement dit la dernière des dernières. On peut lire dans les journaux « plus jamais ça », par exemple, en parlant du conflit. Et c'est dans ce contexte qu'est créée la SDN, la Société des Nations, une organisation internationale dont le but est d'empêcher et de réguler les conflits entre États. Dès 1918, le président des États-Unis, Wilson, présente un programme en 14 points destiné à faire naître un monde en paix. Ce programme est la base de la SDN. Mais la SDN est très rapidement affaiblie. Les États-Unis d'abord n'y adhèrent finalement pas et retournent à une politique isolationniste. Par ailleurs, elle ne dispose pas de forces armées pour faire appliquer ses décisions. L'Europe ressort dans son ensemble affaiblie par la guerre. Les pays d'Europe sont endettés, ils comptent leurs pertes humaines et doivent reconstruire leur économie. Au contraire des États-Unis qui ressortent de ce conflit renforcés, avec des productions plus fortes, des marchés nouveaux et des prêts d'argent qui ont été faits aux puissances européennes et qui doivent être remboursés avec intérêt. Ces années 20, enfin, sont marquées par une illusion d'un rebond économique, avec des pays en reconstruction qui consomment énormément et des États-Unis en plein boom économique. Et d'autre part, ces années 20 sont marquées par les premiers signes d'un basculement de certains pays, certaines démocraties, vers la dictature, quand dès 1922, Mussolini prend le pouvoir par la force en Italie, qui devient une dictature. Les années folles sont en réalité bien fragiles. Comme le funambule de Montmartre, elles avancent sur le fil de l'histoire, laissant la peur à ceux qui sont en bas. La décennie touche à son terme. Mais comment imaginer que les années folles puissent avoir une fin et que cette fin sera aussi soudaine et rapide qu'une chute? Le 24 octobre 1929, le jeudi noir de Wall Street précipite l'Amérique dans le plus gigantesque krach boursier de son histoire. En quelques heures, tout est balayé. Les faillites financières s'enchaînent en série. La crise économique s'installe, entraînant en cascade le chômage, la misère, la ruine des nations dépendantes des crédits américains. L'économie allemande vacille et propulse le pays dans les mains d'Adolf Hitler. La semaine qui suit le jeudi noir, tous les Américains ruinés ont fait leurs valises et quitté Montparnasse. La fête est terminée. C'est une fin brutale. Grand B, la crise économique de 1929 bouleverse l'Europe. Si les années 1920 sont des années de prospérité, notamment aux États-Unis, des années que l'on a pu appeler les années folles, la fin de la décennie est marquée par une crise financière et bancaire catastrophique. En effet, l'année 1929 est marquée par une catastrophe économique. Au mois d'octobre, une crise boursière se produit. Elle est la plus grande crise économique du XXe siècle. Cette crise est d'abord boursière. Elle est appelée krach de 1929. Elle est consécutive à des déséquilibres financiers. En effet, on emprunte trop aux banques pour acheter des actions en bourse, avec l'espoir de les revendre plus cher. C'est ce que l'on appelle la spéculation. Mais à la fin des années 1920, la demande de biens, c'est-à-dire l'achat de biens comme des automobiles par exemple, baisse, alors que la production, elle, reste forte. Les cours des actions baissent énormément, les investisseurs vendent leurs actions à perte et se ruinent. Ils ne peuvent plus rembourser les banques et certaines font faillite. Des entreprises sont en crise et finissent eux aussi par fermer, ce qui provoque un chômage de masse, c'est-à-dire un chômage très important, et une augmentation de fait de la misère. Toute l'économie des États-Unis s'effondre. Les investisseurs qui avaient des investissements en Europe les récupèrent, entraînant une crise en Europe. Crise
bancaire, financière qui touche l'Europe, mais aussi fermeture d'usines et chômage de masse qui touche l'Europe aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une crise financière d'ampleur importante se produit aux États-Unis, qu'elle provoque des fermetures, des faillites de banques et d'entreprises, provoquant un chômage très important, et que cette crise va ensuite toucher l'Europe, qui elle-même donc connaît des fermetures d'entreprises, une crise boursière et aussi un chômage très important au sein des populations européennes.